Alors bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre le cours sur la conscience que nous avions commencé récemment. La conscience est-elle un miroir? Alors, nous allons dans cette partie pas mal parler de Schopenhauer. Mince. Voilà. La conscience peut-elle me révéler ce que je suis? Schopenhauer que vous voyez ici, et ensuite nous aurons l'occasion aussi de parler de Nietzsche. Alors, je vous propose de reprendre la critique de la conscience que Schopenhauer nous propose dans Le Monde comme volonté et comme représentation, paru en 1818. Je dirai quelques mots tout à l'heure sur le sens de ce titre qui à première vue est quand même un petit peu énigmatique. Pour l'instant, je vous rappelle, nous avions rappelé à quel point pour Schopenhauer les pulsions sont maîtresses et le pouvoir de la conscience est tout à fait illusoire. La conscience est esclave, la conscience ne décide rien, la conscience en fait enregistre des décisions, des déterminations qui ne sont pas de son fait, qui sont plutôt du fait en fait de voilà des pulsions, des intérêts, des passions, etc. Bon là c'est la critique classique de la conscience. L'intérêt de l'élaboration propose Schopenhauer, c'est d'associer la critique de la conscience avec la critique de la notion d'individualité, ou encore la critique de la notion tout simplement de sujet. Hein, nous ne sommes pas sujets. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la conscience ne peut pas être déclarée maîtresse, et bien dans ce cas-là, en fait, le sujet n'est plus sujet. Le sujet est dépossédé de lui-même. Alors, je vais tâcher de vous expliquer le rapport entre ces deux affirmations. Euh, En fait, à partir du moment où l'on déclare que la conscience obéit, que la conscience ne décide pas, que la conscience obéit, à ce moment-là, nous sommes bien obligés d'admettre que les décisions, les actions que nous entreprenons, les décisions que nous prenons, ne nous appartiennent pas véritablement, qu'elles ne découlent pas en fait de notre rapport à nous-mêmes. Autrement dit, nous ne choisissons pas grand-chose. Et à partir de là, en fait, ce que nous prenons pour notre individu est tout à fait superficiel et tout à fait illusoire. Alors, Schopenhauer aime prendre des exemples tout à fait dérangeants, comme par exemple celui-ci. L'idée que nous croyons vivre pour nous-mêmes, mais que nous sommes en fait dirigés par l'espèce. Schopenhauer la trouve particulièrement, cette idée, exprimée dans les aventures sentimentales. C'est-à-dire que, de façon absolument typique, dans l'expérience de l'amour, nous croyons faire l'épreuve de notre propre indépendance, un statut de sujet. Roméo rencontre Juliette, Roméo se détache de son clan, Juliette se détache de sa famille, et chacun fait, ou plutôt croit faire l'expérience de son, de son authenticité, de sa réalité de sujet, hein, en tant que sujet qui est capable donc de s'émanciper et de prendre en fait une résolution, une décision qui va bouleverser sa vie. En réalité, nous dit Schopenhauer, c'est pas du tout cela qui se passe. C'est-à-dire que nous croyons faire l'expérience de notre existence de sujet, mais en réalité, en nous arrachant, par exemple, à notre famille, à nos clans, à nos amis, eh bien, nous ne faisons qu'obéir à quelque chose qui nous dépasse complètement. Et c'est ainsi, nous dit Schopenhauer, que nous voyons fréquemment deux personnes se rapprocher ou s'unir, et puis de l'extérieur, les proches, les amis voient bien que ces deux personnes ne sont pas vraiment faites pour s'entendre, que leurs caractères sont trop différents, que leurs penchants sont trop différents. Mais sur le coup, les deux personnes concernées sont les moins aptes à l'entendre. C'est-à-dire que vous pouvez toujours aller prévenir voilà, votre ami qu'il est en train de peut-être peut-être de risquer de se fourvoyer en s'attachant à une personne qui est trop incompatible avec lui ou avec elle. Et votre ami n'est plus en état de comprendre, parce qu'en fait, finalement, la conscience ici n'est plus du tout en état de jouer son rôle. L'intelligence ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous pouvez parfaitement en fait exposer la situation, donner des preuves, montrer la réalité de ce qui se passe. Votre ami n'est plus en état de vous comprendre. Ce sont en fait les passions qui parlent en lui, ou les pulsions, et en fait l'intelligence n'est plus en état de se faire entendre. Donc en fait,
euh, la prise individuelle que la personne croit avoir sur son existence est tout à fait superficielle. En réalité, la personne est dirigée par quelque chose qui la dépasse, qui le dépasse, à savoir, en fait, nous dit Schopenhauer, le génie de l'espèce. C'est-à-dire que, en fait, la personne est complètement dirigée par la pulsion de reproduction, et puis, une fois que les deux tourtereaux auront convolé et voilà, que la nature aura fait son œuvre, c'est-à-dire qu'ils se seront reproduits, eh bien il sera trop tard, ils s'apercevront, mais il sera trop tard, que effectivement leur caractère n'était peut-être pas aussi compatible, mais voilà, la nature a fait son œuvre et le, 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 le le devenir de l'espèce est assuré par la reproduction, par l'arrivée d'une nouvelle génération. Et en fait, vous voyez, cela veut dire que l'individu croit travailler pour son propre intérêt, l'individu croit faire quelque chose pour lui, mais en réalité, en fait, il travaille pour l'espèce, pour le bien de l'espèce. Hein, c'est-à-dire qu'en fin de compte, nous ne sommes pas un individu à proprement parler, nous ne sommes pas, je veux dire, un être indépendant du tout, mais nous sommes simplement, en fait, une manifestation de l'espèce, une manifestation de quelque chose qui nous dépasse. Nous sommes une vague, une ride, hein, qui bientôt retournera au grand tout. Notre existence est bornée à la naissance et à la mort, et en fait, nous venons d'un être qui nous dépasse, qui est voilà, l'humanité en tant qu'espèce, et nous y retournerons à notre tour. Donc en fait, l'idée d'une existence indépendante, autonome, autofondée, cette croyance, cette vaine croyance qui fonde la notion d'individualité, est totalement pardon, illusoire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'existence individuelle est prise à travers un cycle plus vaste d'existence, comme en fait les religions orientales en ont eu l'intuition. Schopenhauer rend constamment hommage à l'hindouisme et au bouddhisme, qui mettent cette intuition au cœur de leur croyance, hein, l'idée que le passage terrestre, l'existence terrestre plutôt, n'est qu'un passage dans un cycle plus large, hein, un cycle qui se résorbe, tout à fait comme nos désirs. Je crois que nous en avions déjà eu l'occasion d'en parler, pardon. Nos désirs prennent leur essor, nous conduisent après maints efforts jusqu'au stade de la satisfaction, jusqu'au zénith de la satisfaction, avant de nous laisser retomber dans l'ennui, dans l'habitude. Et finalement, vous voyez, ce cycle du désir dessine tout à fait la même boucle que le cycle de l'existence humaine ou que le cycle de l'existence animale, végétale, en général. C'est-à-dire que qu'il s'agisse du végétal ou de l'animal, le germe pousse, produit tous ses efforts pour persister dans l'existence, pour parvenir jusqu'au summum de son existence, c'est-à-dire jusqu'au stade de la reproduction, de la capacité reproductive, et après, la suite de l'existence n'est qu'un une lente décroissance, une lente décadence, ou parfois très accélérée, comme on le voit par exemple dans le cycle de la vie des insectes, hein, qui, pour beaucoup d'entre eux, meurent aussitôt après l'accouplement. Hein. Et en fait, voilà, cette décadence est plus ou moins différée selon les espèces, mais comme souvent, la vie des insectes, l'exemple de la vie des insectes, nous donne une image saisissante, une image en raccourci de ce cycle. Hein. Donc au fond, que sommes-nous sinon une manifestation de la pulsion de vie universelle, celle qui se manifeste chez les insectes, chez les animaux, chez les végétaux, même dans la vie minérale, nous dit Schopenhauer, c'est-à-dire une expression du vouloir vivre. Car au fond, il nous suffit d'observer la vie d'un insecte et ses efforts, sa lutte pour persévérer dans l'existence, pour voir que lui et nous partageons quelque chose de très profond. Et aussi éloigné que l'homme et l'insecte puissent être au niveau de l'intelligence, au niveau des facultés intellectuelles, nous sentons néanmoins une parenté
euh, indéniable pour ce qui est du vouloir vivre, c'est-à-dire cet attachement viscéral à la vie. Nous savons que nous avons quelque chose en commun et même nous savons ce que veut l'insecte. Il suffit de voir une mouche se débattre dans une toile d'araignée pour comprendre exactement ce que peut bien ressentir, ce que peut bien vivre la mouche, et c'est-à-dire la même pulsion furieuse de vivre, le même combat angoissé contre la mort, hein. Alors que par ailleurs, nous ne pouvons absolument pas, par exemple, nous représenter la façon dont la mouche voit le monde, c'est-à-dire avec ses yeux, vous savez, à multiples facettes. Nous ne pouvons absolument pas rentrer dans la représentation du monde que la mouche se fait, et pourtant, en tant que volonté, nous pouvons tout à fait voir, ou disons, partager en fait le sentiment, la volonté, la lutte âpre pour la vie que possède la mouche. Alors voilà, ce concept de vouloir vivre ou de volonté, on l'écrit souvent avec un V majuscule pour parler de la volonté dans ce sens-là, c'est en fait la pulsion pour rester en vie, pour faire triompher ses intérêts, pour se reproduire, hein. Et cette pulsion, elle est partagée en fait par tous les êtres vivants, c'est-à-dire que même la vie végétale, d'une certaine façon, est la représentation, la manifestation de cette même volonté, hein. Le lierre qui s'accroche, le végétal qui pousse toutes ses petites forces vers la lumière, eh bien, ce sont autant de manifestations, d'images, d'incarnations du vouloir vivre, hein, cette volonté universelle, impersonnelle, qui est partout. Alors oui, le terme de volonté, je pourrais peut-être faire une précision ici, le terme de volonté est utilisé par Schopenhauer, pardon, d'une façon tout à fait spéciale, tout à fait particulière, hein. En règle générale, la philosophie réserve le mot volonté pour l'usage de la faculté de désirer, éclairé par des concepts. C'est exactement la définition que donne Kant de la volonté, c'est-à-dire que vouloir, en fait, c'est tendre vers quelque chose, vers un état, vers un objet, en vertu d'une représentation, c'est-à-dire parce que nous représentons une chose comme bonne. Bon, Schopenhauer reprend et modifie complètement cet usage consacré par toute la tradition philosophique, hein, tradition elle-même évidemment dominée par le primat de la conscience, et en fait, ce concept de volonté, Schopenhauer le montre, enfin, affirme qu'il est l'otage de ce présupposé, hein, à savoir le pouvoir, la toute-puissance de la conscience. Et donc Schopenhauer essaye de nettoyer le concept de volonté de cette présence fantomatique de la conscience, en montrant que finalement la volonté elle-même ne dépend pas de la conscience. La volonté est une force universelle qui n'est pas personnelle, qui ne dépend pas. Pourquoi n'est-elle pas personnelle? Parce qu'elle ne dépend pas de la conscience. Hein, nous avons l'habitude d'imaginer que la volonté consiste à rassembler toutes ses forces, à se concentrer très très fort pour parvenir à un but. Et en réalité, nous dit Schopenhauer, ce n'est pas du tout le cas, c'est-à-dire que ce n'est pas l'effet d'un individu. La volonté n'est pas l'effet d'une unité autonome dans la vie qui rassemblerait ainsi ses forces pour se déterminer et pour agir. Par conséquent, la volonté est impersonnelle et par conséquent, elle est sans pourquoi. C'est-à-dire que la volonté n'obéit pas à une représentation, n'obéit pas à la conscience, elle n'obéit pas à un but, à la représentation d'un but précis. Et Schopenhauer nous dit, mais regardez, il suffit de demander à n'importe qui, pourquoi vis-tu? Pourquoi? Alors, on vous dira, parce que je désire être heureux, voyons. Et Schopenhauer nous dit, non, non, mais ça, c'est pas une réponse. Pourquoi désires-tu être heureux? Pourquoi désires-tu vivre? Pourquoi désires-tu être heureux? Qui a une réponse à cette question? En fait, nous sommes possédés par le vouloir vivre et nous sommes incapables de dire pourquoi, hein. Par conséquent, oui, l'existence individuelle est totalement illusoire. Alors, on peut assimiler cette critique de la notion d'individu avec le pessimisme de Schopenhauer, oui, qui en est direct. Pourquoi? Parce que en fait, à partir du moment où l'individu n'est pas autofondé, alors cela signifie que l'existence individuelle euh,
est non seulement illusoire, mais qu'elle est également la cause de nos souffrances. Enfin, plus précisément, excusez-moi, la croyance dans l'individualité est la cause de nos souffrances. Hein, tout simplement parce que la croyance dans l'individualité est la racine de l'égoïsme. Hein, et finalement, c'est cet égoïsme qui rend les hommes malheureux, qui rend les hommes injustes et insatisfaits. Hein, parce que nous voulons rapporter à nous-mêmes des objets pour notre contentement. Mais en fait, comme on l'a vu à l'instant avec l'analyse de la notion de désir, ce cycle, cette boucle ne peut jamais être fermée, ou disons, pour le dire autrement, ce cycle ne fait que recommencer, ne cesse de recommencer, comme la vie en général, et par conséquent, la satisfaction n'est pas de ce monde. Le bonheur est impossible, écrit Schopenhauer au début du monde comme volonté, comme représentation. Le bonheur est impossible. Tout ce que nous pouvons faire de mieux, c'est mener une existence héroïque. Hein. Ce que nous pouvons faire de mieux, c'est de mener une existence héroïque, c'est-à-dire une existence de combat, en sachant que le terme ne sera jamais atteint, que le zénith est le début de la dégringolade, que l'apogée est le début de la décadence. Hein. Et par conséquent, en fait, l'homme, tant qu'il se croit sujet, tant qu'il se croit individu, est voué à l'insatisfaction, à la frustration, à la colère. Et par conséquent, en fait, c'est la croyance dans l'individualité qui nous rend insatisfait, qui nous rend malheureux. Hein. Si bien que il faut totalement, nous dit Schopenhauer, abandonner cette vaine croyance et comprendre qu'en fait, mon être n'est pas séparé de l'être du prochain, de mon prochain. Et encore une fois, Schopenhauer rend hommage en fait au bouddhisme, mais cette fois pour son aspect moral, en fait, la morale bouddhique, la morale altruiste, puisque nous en avions parlé dans le cours sur la religion. La conviction fondamentale du bouddhisme, c'est que l'exemple du Bouddha nous prouve la vanité de la croyance dans l'individualité. Nous ne pourrons nous libérer que si nous cessons de croire que nous sommes un individu séparé, clos sur lui-même, et nous ne pourrons nous libérer que si nous comprenons comment aller vers autrui, hein, que si nous comprenons que les barrières de mon moi sont complètement illusoires et que mon être et ton être sont le même et que par conséquent il faut entièrement, voilà, pour sortir de la frustration et du tourment, en fait, des tourments de l'individu, sortir complètement de l'égoïsme, se consacrer à autrui, etc. Voilà, l'altruisme bouddhiste. Alors, petite précision sur le sens du titre de Schopenhauer, hein, le monde comme volonté, comme représentation. Alors, nous avons parlé ici plutôt du monde comme volonté et pas tellement du monde comme représentation. Alors, pourquoi ce titre étrange? Parce que, en fait, notre appareil intellectuel est ainsi fait que nous ne pouvons pas nous représenter les choses autrement qu'à travers le temps et l'espace. Sur ce point, Schopenhauer est un héritier de Kant, hein. Même s'il interprète Kant d'une façon tout à fait particulière, on ne peut pas imaginer un événement qui n'aurait lieu ni dans l'espace ni dans le temps. Vous vous souvenez le cours sur la raison peut-être, hein, l'espace et le temps sont les formes a priori de la représentation, de la sensibilité plutôt, nous dit Kant, c'est-à-dire que ce sont les cadres dans lesquels on se représente les événements, enfin les phénomènes, hein, et par conséquent nous dit, alors cette fois je bascule du côté de Schopenhauer, hein, par conséquent en fait il nous est impossible de voir le monde autrement qu'à travers ces deux verres, et ce sont comme les deux verres d'une paire de lunettes, hein, et si nous enlevons ces lunettes, nous ne pouvons plus rien percevoir. Par conséquent, nous allons forcément voir le monde à travers le prisme déformant du temps et de l'espace. Pourquoi déformant? Parce que le temps et l'espace ont tendance à fatalement diviser les choses et les multiplier. C'est-à-dire que, vous voyez, l'espace est constitué de réalités extérieures les unes aux autres. La définition de l'espace, c'est l'extériorité, le fait que les choses qui sont dans l'espace sont distinctes, juxtaposées les unes à côté des autres, et la définition d'une chose dans l'espace, c'est qu'on peut la diviser toujours, indéfiniment. Hein. Et d'ailleurs, dans le temps, c'est tout à fait la même chose. Le temps nous représente les choses comme diffractées, séparées, tant par un écoulement temporel qui différencie les choses au fur et à mesure. Hein.
si bien que le temps et l'espace ont tendance à diffracter les choses, c'est-à-dire à nous représenter les choses comme séparées les unes des autres. Je prends volontairement cette image de la diffraction, parce que justement elle illustre très bien l'idée de Schopenhauer. Imaginez, représentez-vous un prisme newtonien, vous savez, ce prisme par lequel on fait passer un rayon lumineux qui va ensuite se diviser dans les différentes franges du spectre lumineux. Eh bien, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Après, le prisme, une fois que la réalité est passée à travers le prisme de l'espace et du temps, qui sont les lunettes par lesquelles nous percevons les choses, eh bien, la réalité qui est une se retrouve diffractée et se retrouve multipliée par le passage dans ce prisme. Et par conséquent, en fait, c'est à ce moment-là que nous voyons les choses comme multiples et donc comme singulières. Hein. Il en prend un exemple très simple. Non, Borges, c'est Borges qui en prend un exemple là-dessus. Alors je parlerai de Borges plus tard. Borges nous dit, oui, pour commenter Schopenhauer, aller dans une librairie, demander à trouver ou dans une bibliothèque la République de Platon. Si vous en trouvez plusieurs exemplaires sur les, comment ça s'appelle, sur la bibliothèque, la planche, vous savez bien que ce ne sont pas il n'y a pas plusieurs Républiques de Platon, c'est-à-dire que les 6 ou 7 exemplaires qui sont là sur ce rayonnage sont bien en fait un seul et même livre, une seule et même chose, et de façon plus générale, que ce soit la version en grec ancien, la version traduite en français, ou les versions existantes dans d'autres traductions françaises, dans d'autres traductions en anglais, en allemand, tout ça, c'est bien la même chose, c'est bien, il n'y a qu'une seule république, et puis, bon, lorsque l'on en aperçoit la multiplicité, c'est quand même plutôt illusoire. Enfin, l'existence de la République tient plutôt à l'unité du texte, la signification composée par Platon, hein, et non pas à la pluralité factuelle qui se trouve là sur le rayonnage de la bibliothèque. Donc, de façon générale, en fait, la multiplicité est une illusion, et notre singularité n'est elle-même qu'une illusion. À cause de l'espace et du temps, nous nous représentons les choses comme différentes, comme différenciées, mais en fait c'est simplement un effet de notre perception. Hein. Ce sont là autant d'aspects différents du même être, hein, d'une seule et même chose, et nous sommes en fait des variantes d'une même et unique humanité. Hein. Voilà, alors c'est ça le sens un peu du titre de Schopenhauer, le monde comme volonté, comme représentation. Du côté de la représentation, le monde est multiple, mais du côté de la volonté, le monde est un. Hein. Et évidemment, nous sommes sans cesse en fait en train de nous représenter le monde comme multiplicité du fait de la toute-puissance, enfin du fait de la représentation, du fait des conditions plutôt de la représentation, et il nous faut tout le travail philosophique que propose Schopenhauer pour retrouver, pour comprendre en fait l'unité profonde des choses, c'est-à-dire voir le monde comme un sous l'angle de la volonté, du vouloir vivre. Hein. Comprendre que en fait nous ne sommes que des facettes différentes d'un seul et unique vouloir vivre. Voilà, je m'arrête ici, nous allons parler plutôt de Nietzsche dans la prochaine vidéo, hein, et je vous donne rendez-vous dans la suivante.